Merci de rester avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. C'est l'heure du bulletin Afrique présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Awa Touré. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Le Cameroun connaît un timide retour à l'école dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest. 2 jours après la rentrée scolaire, la majorité des salles de classe restent désespérément vides. À Bamenda, la capitale régionale du nord-ouest, des violences ont été enregistrées en pleine ville, contraignant la plupart des élèves à rester chez eux. Les autorités ont annoncé avoir pris des mesures pour barrer la route aux miliciens séparatistes, mais la psychose persiste. Sorosita. Des hommes armés à bord d'un véhicule ont fait irruption en plein cœur de la ville de Bamenda, la capitale de la région camerounaise du nord-ouest. Ils ont alors tenté de prendre d'assaut une banque. Les militaires qui en assuraient la garde ont réussi à le neutraliser, faisant 5 morts parmi les insurgés selon divers témoins. Tous les commerçants aux alentours ont aussitôt fermé, ainsi que bon nombre d'établissements scolaires. Ces événements se sont produits alors que la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova, se trouvait dans la ville pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours. Elle a quand même pu constater que dans les 5 établissements scolaires qu'elle a pu visiter, quelques centaines d'élèves ont bravé la menace et pris place dans les salles de classe. Dans le sud-ouest du pays, des témoins ont rapporté que 2 jours après la rentrée scolaire, les salles de classe sont encore globalement vides, et ce malgré les assurances des autorités sur le renforcement de la sécurité autour des écoles. Au Soudan du Sud, 10 soldats de l'armée nationale ont été reconnus coupables de viol de travailleurs humanitaires et du meurtre d'un journaliste. Un verdict très attendu dans cette affaire. Les peines vont de 7 ans de prison à la perpétuité. Adama Bakayoko. L'affaire remonte au mois de juillet 2016. À l'époque, des combats violents éclatent dans la capitale entre l'armée du président Salva Kiir et des hommes loyaux à son vice-président Riek Machar. Pendant ces quelques jours de chaos, un groupe de 50 à 100 soldats de l'armée nationale attaque un hôtel dans lequel étaient retranchés des travailleurs humanitaires et des journalistes. Là, pendant toute une nuit, ils commettent une série d'atrocités. Passage à tabac, agression et le meurtre d'un journaliste local. 5 femmes travaillant pour des ONG internationales ont été violées. Et sous la pression de la communauté internationale et notamment des États-Unis, le procès de ces soldats s'est ouvert il y a plus d'1 an. Le verdict a été rendu hier. 2 soldats ont été condamnés à la prison à vie pour le meurtre du journaliste. 7 ont été condamnés à des peines allant de 7 à 14 ans pour viol ou harcèlement sexuel. Une personne a été condamnée pour vol et un dernier militaire a été relâché pour manque de preuves. Le procès a été énormément médiatisé parce que les victimes sont des travailleurs humanitaires étrangers, mais aussi parce qu'il est vu comme un test pour le gouvernement sud-soudanais. Depuis le début du conflit en 2013, l'ONU et les organisations humanitaires dénoncent les exactions contre la population civile commises par les groupes armés, et qu'il s'agisse de soldats de l'armée ou de mouvements rebelles. En 2016, pendant ces 2 semaines de combat dans la capitale, l'ONU avait enregistré plus de 200 viols, et cela uniquement de femmes qui sont venues témoigner. L'Éthiopie a rouvert hier jeudi son ambassade dans la capitale érythréenne, Asmara, dans le cadre de la spéculaire réconciliation intervenue entre les 2 voisins de la Corne de l'Afrique après des années de tension. Tiemoko Dirasouma. Le président érythréen et le nouveau premier ministre éthiopien ont signé en juillet un accord de paix mettant officiellement fin à une longue période d'hostilité. Les 2 pays avaient rompu leurs relations diplomatiques à l'occasion d'un conflit frontalier qui a fait quelques 80 000 morts entre 1998 et 2000. Les relations étaient restées particulièrement tendues depuis en raison du refus de l'Éthiopie de céder à l'Érythrée un territoire disputé malgré un jugement d'une commission internationale soutenue par l'ONU datant de 2002. Le premier ministre éthiopien s'est rendu mercredi en Érythrée pour sa 2e visite depuis son arrivée au pouvoir en avril, visitant les 2 principaux ports sur la mer Rouge avant de regagner Asmara pour la réouverture de leur ambassade. L'ambassade d'Érythrée à Addis Abeba avait été rouverte en juillet dernier à l'occasion d'une visite du président érythréen. Selon le ministère érythréen de l'information, les 2 pays ont signé mercredi un accord destiné à établir des relations étroites
importante en matière politique, économique, sociale, culturelle et de sécurité. La réactivation de l'ambassade d'Éthiopie est survenue un jour après qu'un cargo éthiopien eut accosté à Massawa, marquant la réouverture des ports érythréens au commerce avec l'Éthiopie. Ancienne province éthiopienne, l'Érythrée a déclaré son indépendance en 1993 après 3 décennies de guerre privant Addis Abeba de son accès à la mer. Aucune date n'a encore été fixée pour la réouverture de la frontière militarisée entre les deux pays et le retrait des soldats de la zone disputée. Eh bien, nous terminons avec l'actualité africaine toujours. Nasser Zefzafi, le leader du mouvement de contestation sociale du Irak, emprisonné en 2018, a mis fin hier jeudi à sa grève de la faim. Cette décision du contestataire n'a pas pour autant mis fin aux revendications dans la région du Rif. Ange Guadio. Incarcéré à Casablanca après sa condamnation à 20 ans de prison, Nasser Zefzafi a cessé la grève de la faim qu'il avait entamée une semaine plus tôt pour dénoncer ses conditions de détention, a déclaré son conseil, maître Mohamed Agnaj, sans pouvoir préciser si les revendications de son client avaient été satisfaites. Nasser Zefzafi avait cessé de s'alimenter pour demander les droits dont bénéficient les autres prisonniers, c'est-à-dire sortir de l'isolement et être placé dans une cellule digne où il puisse voir et parler avec d'autres détenus, a déclaré son père, Ahmed Zefzafi. Arrêté en mai 2017, en pleine contestation sociale dans la région du Rif, Nasser Zefzafi avait été condamné fin juin à 20 ans de prison pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État au terme de 9 mois d'un procès fleuve réunissant un total de 53 accusés. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a depuis amnistié près de 190 personnes qui avaient été condamnées par différents tribunaux en lien avec ce mouvement, dont 11 des accusés de Casablanca. Ancien chômeur devenu le visage de la protestation avec ses talents d'orateur, M. Zefzafi avait été arrêté après avoir interrompu le prêche d'un imam ouvertement hostile au mouvement dans une mosquée d'Al-Aousseima, l'épicentre de la contestation Irak. Les manifestations dans la région de Rif avaient été déclenchées par la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures en octobre 2016 alors qu'il s'opposait à la saisie de sa marchandise. Au fil des mois, le mouvement Irak avait pris une tournure plus sociale et politique, appelant à davantage de développement et à la fin de la marginalisation de la région. Merci de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. L'actualité revient à 9h. C'était le bulletin d'info présenté par Denise de la Fafiette.